Compiègne, ville royale, puis cité impériale autrefois, lieu de mémoire aujourd'hui. Siège du pouvoir carolingien, puis résidence d'été des rois et des empereurs, Compiègne a toujours été un lieu d'échange et de rencontre, entre têtes couronnées, militaires épuisés ou brillants esprits comme Pasteur ou Alexandre Dumas. Idéalement situé au confluent de l'Aisne et de l'Oise, Compiègne est le carrefour des axes de communication qui relient les grandes cités voisines comme Soissons et Beauvais. Au fil des siècles, Compiègne fera l'histoire de France. De la guerre de Cent Ans au Second Empire, sans oublier l'arrestation de Jeanne d'Arc ou la signature de 2 armistices entre Français et Allemands en 1918 et 1940. L'histoire de cette cité, son faste, sa forêt, mais aussi ses petites histoires. Nous allons entendre avec de jeunes Compiègnois d'aujourd'hui ceux qui sont un peu les gardiens de ce flamboyant passé. Emmanuel Starky, le nouveau chambellan du palais, Christine Amiard, l'historienne de plein air, de l'abbaye qui était collée à l'église. Tout est en bois. Éric Rouchot, le défenseur du théâtre impérial, Stéphane Brault et Hugues de Grandmaison, le gardien et l'instituteur de la forêt. De la terre, de l'eau, de la lumière. Et enfin, le général de Persin, un 5 étoiles toujours ému que ce soit ici que l'hécatombe de la Grande Guerre ait vraiment pris fin. À Compiègne, il y a plus de 5000 collégiens, lycéens ou étudiants. Et bon nombre d'entre eux ont de vraies curiosités quant à l'histoire de leur ville. Au mois de mai, Manon, par exemple, a incarné Jeanne d'Arc et défilé dans les rues de la cité où la pucelle fut arrêtée en 1430 puis vendue aux Anglais. Depuis, Manon voudrait en savoir plus sur sa ville natale. Christine Amiard a accepté de lui transmettre un peu de son savoir. Moi, je trouve que c'est une rue qui est intéressante dans l'histoire de Compiègne, peut-être pas pour Jeanne d'Arc, mais pour l'histoire en général, parce que la rue, elle porte le nom de l'abbaye Saint-Corneille. Et l'abbaye Saint-Corneille, c'est l'origine de la ville de Compiègne. C'est à la fondation de cette abbaye que la ville de Compiègne est née tout autour. Il faut essayer de se retrouver à l'époque dans l'église, la grande église abbatiale de l'abbaye. L'abbaye, c'était un ensemble de bâtiments assez important qui occupait une grande surface dans le quartier. Et il y avait une très très grande église. Et nous sommes en fait dans cette église. Quand on traverse, alors là on traverse l'église, hein, tu es toujours avec moi, là tu comprends ce que je veux te dire. Donc on va quitter par un portail latéral. On va comme ça sortir. Voilà, on sort de l'église, donc on se retrouve de l'autre côté, dehors. Ah oui. Là tu vois, tu devines un peu où je veux en venir. En fait, voilà ce qui reste de l'église. Tu devines bien les contreforts qui venaient appuyer, qui s'appuyaient sur les murs de l'église. Et il te reste encore aussi des petites gargouilles au-dessus des fenêtres, là, au-dessus des maisons. Et donc là, on comprend un peu mieux où on se situe. Cette abbaye, elle est importante dans l'histoire de Compiègne parce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment l'origine de la ville. Donc là encore, il va falloir faire un effort d'imagination parce que ce que tu vois là, c'est le XVIIe siècle. On va revenir au départ et on va revenir à l'époque des Carolingiens. Alors Charlemagne, ça te dit quelque chose? Oui. Bon. Alors Charlemagne et puis ses successeurs. Et on va arriver comme ça à ses petits-fils, et notamment un, Charles II, qui va s'appeler Charles le Chauve. Charles le Chauve se retrouve roi de ce qui va devenir le royaume de France, mais il a ce désir de retrouver l'empire de son grand-père. Il tentera de récupérer Aix-la-Chapelle, mais il n'y arrivera pas. Et du coup, il va choisir cet endroit ici, c'est-à-dire ce hameau avec cette villa de chasse, pour y fonder sa capitale, la ville de Charles, Carlopolis.
En fait, je ne savais pas du tout qu'il y avait une église qui était là avant. Donc oui, du coup, ça va changer. Quand je vais voir Compiègne, je vais le voir différemment. Les Français ont un peu oublié Charles le Chauve et ses rêves de grandeur impériale. Les rois sont partis vivre ailleurs, en gardant à Compiègne belle chasse et résidence discrète, avant que Louis XV ne redonne du lustre au château en le faisant totalement reconstruire. Marina vient de Macédoine, un petit pays des Balkans au nord de la Grèce. Elle a choisi l'université de Compiègne pour ses études d'ingénieur. L'histoire de France la passionne et aujourd'hui, c'est elle qui pose des questions à Emmanuel Starkey. J'aimerais savoir, parce qu'on parle de beaucoup de têtes couronnées qui ont passé par cette résidence, qui ont aimé cette résidence. Pourquoi? Quelle est sa particularité? Ils avaient déjà Versailles, pourquoi Pourquoi Compiègne? Compiègne? Alors c'est très simple. Versailles, c'était le siège du pouvoir pour Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Toute la cour était là. Quand il venait à Compiègne, la vie était plus simple. Et c'était d'une certaine façon une résidence d'été, où tout était plus décontracté. Et je dirais le plaisir d'être, on dirait aujourd'hui, en vacances, eh bien c'était Compiègne. Alors voilà Marina, c'est une résidence qui est ouverte sur un parc, sur la forêt. Donc sous Louis XV, l'allée, elle n'existait pas. Sous Louis XV, l'allée n'existait pas, il n'y avait qu'un jardin avec des gradins. Et le jardin tel que vous le voyez ici, le parc, en fait c'est une volonté propre de Napoléon Ier, non seulement de dompter la nature, de montrer sa puissance, mais aussi de créer un jardin romantique. Donc c'est ici que l'impératrice Eugénie organisait les séries. Une partie des séries, la partie la plus intime, se déroulait ici. Et qu'est-ce que c'est les séries en fait les séries, alors c'était sous Napoléon III à Eugénie, un moment privilégié où, à la fin de l'automne, ils invitaient une centaine d'invités pendant une semaine, et ces invités vivaient dans l'intimité de l'empereur et de l'impératrice. Et c'était l'occasion, en fait, de créer une nouvelle société. Parce que non seulement les ambassadeurs, les maréchaux, les ministres étaient là, mais de surcroît, on invitait des artistes, Delacroix, Verdi, le grand compositeur italien, et puis aussi des scientifiques. Et par exemple, Pasteur faisait partie des invités. Et alors, lorsqu'un invité était considéré comme particulièrement important, il avait le privilège d'être invité au thé de l'impératrice à 5 heures. Et le thé se déroulait ici. Donc c'était un grand honneur d'être invité dans cette salle. C'était un grand honneur et cette salle vient d'être restaurée. Alors on ne le fait pas d'habitude, mais à titre exceptionnel, je vous permets d'enlever vos chaussures et de pénétrer pour avoir l'illusion que vous êtes en compagnie de l'impératrice. Vous avez l'impératrice qui fait venir Pasteur avec son microscope et il a invité les personnes qui assistaient au thé à se piquer le doigt pour que le sang coule et ensuite examiner au microscope le sang. Et l'impératrice a été la toute première à se piquer le doigt parce que tout cela la passionnait. Alors vous imaginez bien qu'ensuite le soutien de l'empereur et de l'impératrice à ce que faisait Pasteur était évident aux yeux de toute la France. Cette impression, on ne sait pas où donner de la tête, n'est-ce pas, pour admirer tout ce que vous est présenté, eh bien c'est dû au fait qu'après 70, la résidence était restée meublée. C'est pas comme après la Révolution où les palais voient tout leur mobilier disparaître dans les ventes révolutionnaires. Là, après 70, ça reste presque intact. Et c'est ce que nous avons voulu recréer dans cette pièce, n'est-ce pas? C'est l'état
1870. J'ai des amis, même des amis français, qui me demandent mais Compiègne, c'est où ça, c'est quoi? Et c'est vraiment dommage parce que ça fait une partie très importante de leur histoire et il faudra découvrir, hein, je trouve. De vestiges de remparts en fragments d'église, de ponts toujours vaillants en abbayes disparues, de Saint-Louis à Napoléon III, tout Compiègne donne le tournis. L'abbaye Sainte-Corneille, l'église Saint-Jacques où Jeanne d'Arc se recueillit au matin de sa capture, l'histoire et le temps ont laissé bien des traces et des cicatrices qui se lisent comme un grand livre tumultueux. Un site pourtant a échappé à la fureur des siècles qui passent. Bienvenue au Théâtre Impérial, écrin de rêve pour les jeunes talents de Compiègne. Bonjour. Bonjour, Monsieur Rouchot. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Théâtre Impérial. Vous êtes peut-être de Compiègne, de conservatoire, je crois. Alors, Et de l'université aussi. L'université de technologie de Compiègne, c'est ça? Oui. Alors voilà, donc vous êtes dans un théâtre impérial. Le Théâtre Impérial, c'est une maison qui aujourd'hui est une scène lyrique, hein, la seule scène lyrique et musicale entre Paris et Lille. Ce théâtre a été construit pendant l'Empire, d'où son nom, Théâtre Impérial de Compiègne. Et donc il fallait un endroit un peu à la hauteur du faste que l'Empire voulait donner pour accueillir ses hôtes. Ce théâtre, il a été construit en 1867, mais là, en 1870, l'Empire tombe. C'est la défaite à Sedan. Le théâtre ferme ses portes, en quelque sorte, sans avoir jamais ouvert. L'empereur est fait prisonnier, ça va être la Troisième République, et on oublie le théâtre. Donc lorsque le théâtre était endormi, il se trouvait dans cette situation. Il n'y avait pas de fauteuil, pas de décor, pas de peinture, et il est resté comme cela pendant 120 ans, comme une belle au bois dormant. On a même eu des projets assez noirs pour l'avenir de ce théâtre, comme on veut dire un hangar, mais heureusement, il n'a pas été abîmé. Il est resté dans son cocon, oublié, mais oublié pour mieux renaître. Et voilà donc la salle, l'écrin à musique qui fait de ce théâtre donc l'un des théâtres les plus exceptionnels que l'on ait en France et en Europe. La scène est très grande. Alors c'est vrai que c'est une taille pour un théâtre à l'italienne, une taille de plateau qui est très grande. L'ouverture est quasiment celle du Châtelet. Et à cette époque, avoir un théâtre aussi grand, c'est en effet quelque chose d'assez nouveau. Donc tout est en bois, il n'y a pas de lustre, il n'y a pas de verre. Vous voyez, il n'y a pas de miroir. Normalement, il aurait dû y avoir des miroirs là où il y a du bois éclairé. Et ces miroirs-là, ils auraient, d'une manière ou d'une autre, fait rebondir le son inutilement. Et donc on a ce son-là, qu'on appelle aussi le son de Compiègne. Ce théâtre, il a en réalité qu'une vingtaine d'années d'existence et il faut qu'il en ait de très nombreuses encore. C'est un théâtre tellement magique, au-delà de son histoire, c'est forcément ce qu'on va pouvoir rêver pour lui demain. À Compiègne, il y a la ville, les palais et la pierre. Mais il y a aussi la forêt, une des plus grandes forêts domaniales de France. Stéphane Brault, un des anges gardiens de ces lieux, aime expliquer que si l'on veut comprendre la forêt, il faut connaître son histoire. Depuis des milliers d'années, depuis les Gallo-Romains, on a une voie romaine qui fait Senlis-Soissons et qui passait le long de la forêt de Compiègne. On a des ruines gallo-romaines ici et qui parcourait tout le nord de la forêt de Compiègne. Et en plus, on avait cette barrière qui était assez compliquée pour des Gallo-Romains. Il fallait traverser cette grande zone de marais ici, il fallait traverser l'Aisne. Donc ils ont décidé à l'époque de traverser juste après la confluence et de traverser ici
à Compiègne. Tout leur habitat il s'est construit autour de cette forêt-là. Et historiquement, les rois ont pris l'habitude de venir chasser à Compiègne. Donc, tu vois, chaque poteau de carrefour comme ça permettait de suivre la chasse. Donc là, on a le carrefour du marais de l'Échelle. Si tu avais un cerf qui avait été débouché dans le marais de l'Échelle et qu'ils avaient démarré la chasse par là, ils pouvaient voir si le cerf sautait ici. Dans le cas où le cerf sautait ici, on regardait dans l'enceinte suivante. Les chasseurs, on les voyait arriver au carrefour du pont de l'Auge là-bas. Et après, au-delà, soit la cour bougeait vers le carrefour d'après, soit elle rebougeait par là, suivant comment on entendait les chiens et comment la chasse voyageait. Ça permettait aussi, ce grand espace, de loger toute la cour du roi. Toute l'architecture de la forêt, elle a été faite aussi pour cette chasse à cour et pour cette organisation de ce mode de chasse qui est bien particulier et bien lié à ces grandes forêts royales. Chaque arbre, il a une histoire, il a un âge, il a été souvent planté, souvent mis en place par quelqu'un avec une raison, pourquoi du chêne, pourquoi du hêtre. C'était la volonté déjà politique de l'époque puisque c'était des forêts d'État. Donc si on s'intéresse à ces arbres, on s'intéresse à leur histoire. Aujourd'hui, on gère des futaies comme par ici qui ont 200 ans. Ça, c'est des plantations. Ce qu'on a autour de nous, c'est des plantations de chênes. C'est des plantations de Napoléon III. À quelques kilomètres de Compiègne, cette clairière isolée est devenue un mémorial, un symbole de paix. C'est ainsi que le voit le général de Persin. Hugo a 18 ans. Il hésite entre des études de médecine et une carrière militaire. Et il est forcément sensible à l'émotion de ce général qui sait bien que toutes les guerres sont laides. Alors Hugo, ici, c'est un point, vraiment le haut lieu, où 2 armistices ont été signés. Et armistice, ça veut dire la fin d'une guerre. Le maréchal Foch, quand il a décidé de signer l'armistice, ici, pourquoi il a choisi cet endroit? Ce qu'on voit ici, c'était pas du tout comme ça, la clairière. Hein. Oui. Il faut s'imaginer la forêt, les arbres ici, et une clairière au milieu. Bon. Le respect de l'adversaire supposait qu'il n'y ait pas de journalistes, qu'il n'y ait pas de publicité, qu'il y ait donc un endroit calme, et finalement très inspirateur d'un moment de paix, puisque c'était la paix qu'on venait faire ici. Oui. En revanche, en 1940, exactement l'inverse, Hitler veut, au contraire, montrer l'écrasement de la France avant d'aller écraser l'Angleterre. Telle était son idée. D'où un grand concours de journalistes qui se trouvait ici. Pourquoi il y avait 2 wagons séparés pour les Allemands et les Français? D'abord, il faut s'imaginer que là, cet emplacement, le wagon des Français, le wagon du maréchal Foch. De l'autre côté, le wagon des Allemands. Entre les deux, la clairière. Et donc, lorsqu'ils ont signé, ils ont bien dû se retrouver tous au même endroit, au final. Alors à la fin, quand les Allemands ont eu l'autorisation de signer, ça s'est passé la nuit du 10 au 11 novembre, et ils ont quitté leur wagon, et ils sont arrivés dans le wagon du maréchal Foch pour la signature de l'armistice à 3 h du matin. Alors tu vois Hugo, c'est un endroit très particulier, très émouvant, plein de mémoire, parce que c'est ici, le maréchal Foch a signé l'armistice qui a mis fin à l'immense hécatombe qu'a été cette Première Guerre mondiale. 10% de la population française a disparu, entre tués et blessés disparus, 9% des Anglais, 8% des Allemands, c'est énorme. Le maréchal Foch, qui se trouve là où j'étais, tout le mobilier qui est là, est exactement le mobilier, de l'époque du maréchal Foch. Quand la délégation allemande est arrivée, le ministre Erzberger, qui dirigeait la délégation, a été accueilli par le maréchal, qui s'est levé, et qui lui a dit « Quel est l'objet de votre visite ?» C'était tout un jeu, finalement. Hein. Je prends le texte de la réponse d'Erzberger, ça s'est passé en français. Nous venons recevoir les propositions des puissances alliées relatives à la conclusion d'un armistice sur terre, sur mer, dans les airs, sur tous les fronts et aux colonies. Et le maréchal, très froidement, et Simon, ça traduit très bien son état d'esprit, il voulait en finir, et il a dit « Je n'ai pas de proposition à vous faire ».
C'est très important parce que ça montre bien la volonté du maréchal Foch. On ne va pas commencer à négocier. Ça, il faut que la guerre s'arrête. Et je crois que c'est ça. On lui a reproché après, d'ailleurs, au maréchal Foch d'avoir voulu arrêter la guerre aussi vite en disant si on avait continué la guerre, il n'y aurait peut-être pas eu de deuxième guerre mondiale. On ne peut pas refaire l'histoire. Bonjour les enfants. Bonjour mesdames. Bonjour la responsable, comment allez-vous? Alors les enfants, vous vous souvenez de moi, oui? Oui. Alors on avait vu en forêt, on avait vu deux choses, parce qu'on va parler aujourd'hui spécialement des poteaux, mais on a parlé de deux arbres, qui étaient le grand arbre, qui était le chêne. Bravo. Et le hêtre. Et alors on avait parlé également d'animaux en forêt, mais on va parler que d'un plus petit, qui s'appelle le chevreuil. Le chevreuil. Et alors on avait vu sur le chevreuil qu'ils avaient quoi sur la tête? Des bois. Comment s'appelle la femelle? La chevrette. La chevrette. Bravo, bravo, bravo. Et le petit? Le chevreau. Le faon, et quand il est un petit peu plus âgé, à partir de 6 mois, on peut dire le chevrillard. Mais le faon, bravo. Et alors quand même, le père, il s'appelle comment? On dit pas père, hein? On dit le mâle, il s'appelle? Brocard. Le brocard. Bravo, 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 c'est merveilleux. Comment on m'appelle? Mais quelquefois, on m'a appelé l'instituteur de la forêt. Alors là, c'était le plus beau titre qu'on m'ait jamais donné. Et puis, on m'appelle quelquefois le forestier. Mais pourquoi m'appelle-t-on comme ça? C'est parce que je travaille quand même dans l'Oise depuis 50 ans. Donc je connais bien la forêt et c'est pour ça qu'on m'appelle comme ça, quoi. Mais je n'ai pas de nom particulier. Toujours est-il que si on m'appelle le sylviculteur, alors là, c'est comparable à l'instituteur et c'est merveilleux. Car le sylviculteur, c'est l'agriculteur de la forêt. Alors aujourd'hui, on va parler de ces fameux poteaux, parce qu'on n'a pas tellement parlé des poteaux indicateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un poteau? C'est pour se repérer. C'est pour se repérer, bravo. Alors on va expliquer la vie de ces poteaux. En 1852, Eugénie de Montijo, on va prononcer ça en espagnol, Montijo, elle est venue se promener en forêt et elle s'est perdue, elle s'est égarée. Mais alors moi je vais vous raconter l'histoire à ma façon, on s'est égaré, on ne sait pas avec qui. Mais alors, Louis-Napoléon, qui en était amoureux, ça veut dire quoi amoureux? Qu'il l'aimait. Eh bien voilà, il s'est dit bon sang, bon sang de bon sang, elle est arrivée en retard, c'est pas possible, je vais quand même pas la gronder, mais je vais la prévenir qu'en 1853, dans l'année d'après, où il va lui dire ma petite chérie, je t'épouse et je ne vais plus te perdre. Alors, comment on va savoir où se trouve le château? Voilà, alors là, c'est un poteau, d'accord? Et puis là, il y a un trait rouge, tu vois, un petit rectangle rouge. Alors, je me mets comme ça, le rectangle rouge, il est dans mon dos, et je regarde devant moi. Et là, c'est très facile, parce que là-bas, dans le fond, j'aperçois le palais impérial. Ben, c'est important de parler aux enfants parce que d'abord ils habitent en ville, à proximité d'une forêt, et ils ne la connaissent pas. Donc l'intérêt, c'est de leur faire découvrir le cadre merveilleux dans lequel ils peuvent vivre et leur dire, ben voilà. Alors quand je vais avec les enfants, je désigne les arbres par leur nom. Bonjour monsieur le hêtre, bonjour monsieur le chêne, bonjour monsieur l'érable. Je leur fais apprendre toute cette collection d'arbres qui réunis constitue une société vivante. Alors les enfants, on se souvient, pour qu'un arbre pousse, pour qu'un arbre se mette à vivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la lumière. Non, avant. Une graine. Après. Avant. De la terre. Après. De la lumière. Et de l'eau. Et la lumière, elle vient d'où? Du soleil. Tout petit dicton indigène. Les arbres se querellent par leurs branches et s'embrassent par leurs racines. Bravo les enfants, bravo. Les générations se suivent et se ressemblent. Ou pas.
Les petits princes d'aujourd'hui ne collectionnent plus les trophées de chasse, mais des jolis mots et des après-midi de bonheur dans un des plus beaux jardins de France. Le jardin d'une très vieille dame, Compiègne, qui adore qu'on lui rende visite et qui aime encore plus raconter des histoires à tous ceux qui aiment l'histoire.